En 1921, ils ont transformé leurs blessures en un pacte de fraternité. Ils ont inventé un nom pour ne plus jamais se cacher. Aujourd'hui, cet héritage bat au cœur de ceux qui servent. Militaires, policiers, gendarmes, pompiers, unis par le même don de soi. Car la blessure a bien des visages. Elle est parfois une marque sur la peau, parfois un silence dans l'âme, mais elle ne définit jamais la fin du chemin. Vous regardez Gueule cassée, le podcast. Une immersion dans la vie de ceux qui font face, se reconstruisent et continuent de porter leur idéal. Je m'appelle Raymond Lindemann, né en 1934 à Ajaccio, le 24 septembre. Je me suis engagé en 1952. Bon, le contexte, d'abord, la Corse était un pays où il n'y avait pas beaucoup de travail pour les jeunes. Et puis, j'étais issu d'une famille qui était des anciens coloniaux, entre parenthèses. Et bon, toute mon enfance, j'ai entendu parler des colonies, et ça m'a incité quand même à m'engager et à partir pour voir ce que c'était vraiment. Oui, ma motivation était pour partir en Indochine, parce que, en plus, je savais que là-bas, il y avait encore la nourrice de ma mère qui habitait à Saigon. Et je m'étais mis dans l'idée que peut-être je pourrais la voir. Oui, c'est-à-dire que ce jour-là, on est parti d'Ajaccio pour remonter déjà sur Bastia, où il y a un regroupement de jeunes engagés. Et de là, nous avons pris un bateau pour Marseille, où Marseille on nous attendait pour nous amener en Bretagne. Et on était un peu perdus dans nos pensées, quoi, parce qu'on voulait y aller, mais on ne savait pas trop où on mettait les pieds, quoi. Voilà. On a tout découvert en arrivant en Bretagne. Parce que pour nous, Corse, la Bretagne, c'était l'extrême nord, hein, déjà. Et puis bon, l'accueil, tout ça, dans des choses qu'on ne connaissait pas du tout, quoi. L'armée, les parachutistes, les cabrets rouges qui vous recevaient, et les interviews, il fallait parler, discuter, faire des tests, tout ça. On était un peu perdus, quoi. À l'arrivée, c'était mouvementé. D'ailleurs, on a embarqué sur le Pasteur. Le trajet, c'était relativement court, 19 jours. J'ai passé d'ailleurs 4 jours dans la salle de police du Pasteur. C'était à l'avant. J'ai eu un mal de mer épouvantable. Ça m'a évité de penser où j'allais. Et nous sommes arrivés en Bédalong. De Bédalong, débarqué du Pasteur parce qu'il ne pouvait pas accoster à Saigon. On a repris un bateau pour remonter pour arriver à Saigon. Et là, on a découvert, bon... tout au moins, j'ai découvert le pays que me décrivait ma famille, quoi. On était un peu, voilà, on était perdu, quoi. Mais on pensait toujours pas au conflit, hein. On savait qu'il y avait, mais voilà. Ben, écoutez, je ne me souviens pas de sentiment particulier. On savait qu'on mettait les pieds dans un pays où il fallait qu'un jour ou l'autre se tabasser, quoi. Hein. Bon, on nous avait quand même, en Bretagne, formés, on nous avait expliqué, grosso modo, tout ce qui se passait, surtout qu'il y avait un précédent avec la bataille de Caubang, alors donc on y allait un petit peu pour venger ceci, bon, toujours pareil, toujours les mêmes protocoles. Et on attendait d'arriver vraiment sur les lieux qui nous étaient destinés. C'était dans le Nord-Vietnam. Donc nous avons pris un train à Haiphong. Et là, pendant tout le trajet, nous avons quand même pu constater qu'il y avait vraiment la guerre. On a traversé des postes, les protections de convois, même du train. On commençait à ressentir un sentiment d'être arrivé, quoi. J'avais la fonction de tireur à la mitrailleuse de 30. J'étais au 1er bataillon de parachutistes coloniaux, à la 3e compagnie. J'étais breveté parachutiste, en Bretagne. Mon numéro de brevet était le 66 187, la 54e promotion, en décembre 1952.
Ben, en Indochine, nous sommes envoyés vers le 10 juillet 1953. Ah oui, le premier combat, c'était au Laos, dans la région de Xiangkhouang, entre Taket et Savanaket, dans les montagnes boisées, si je puis dire. C'était combat léger avec des unités légères, pas de réguliers, quoi, ce qu'on appelait nous les zoukites, et puis quelques tirs de mortier qui sont arrivés sur la figure, pour pas dire autre chose. On a eu les premiers blessés d'ailleurs. Donc un Corse qui avait, comme moi, qui s'était engagé au même moment, on était ensemble. Il a été rapatrié, ça a été rapidement. C'était les premiers, vraiment, petites escarmouches, quoi, qu'ils ont mis un petit peu dans le... pas dans le bain, mais qu'ils ont fait... Voilà. On a eu le sentiment de commencer vraiment une carrière. Non, je peux dire que c'est à peu près ce qu'on attendait. On s'attendait à ça. Mais voilà, des petits combats comme ça, à gauche, à droite. On ne pensait pas à les grandes opérations. C'était pas encore on était très jeunes. Hein. La moyenne d'âge, chez nous, c'était beaucoup de gars de 18 ans. Hein. Seul l'encadrement des sous-officiers était des vétérans de la guerre d'Indochine. J'ai fait au moins un séjour. Nous, bon, on était un petit peu des néophytes en la matière. Ce n'est pas la formation que nous avons eue en France hein, qui a pu nous former définitivement à ce genre de guerre et de combat. Mais cette période que nous avons passée à Xiangkhouang a servi quand même une chose, c'est à nous aguerrir au niveau de la nourriture. On nous a appris à manger du poisson sec, du riz, à vivre sur le pays, voilà. Déjà, combat de jungle en montagne, c'est pas facile. Et voilà. Je pense que ça a été pour nous une très bonne opération. On a commencé à comprendre vraiment que, voilà, on était dans un pays qui n'était pas le nôtre et que ce sera difficile. Oui, j'avais 18 ans. Voilà. Au thème du feu, c'était pour mes 18 ans. 18 ans et 6 mois, quoi. Le recrutement était très difficile pour l'Indochine. Surtout pour former les bataillons de parachutistes. Voilà. Faire des moyennes d'âge, c'est difficile, parce que les sous-officiers étaient quand même des gens d'une trentaine d'années, quoi, en grosso modo. Donc, bon, voilà, je dirais la moyenne d'âge du bataillon, hors les officiers. Ça va être 25 à 28 ans, quoi. Mais beaucoup de jeunes de 18 ans. Ah, j'ai fait tout mon séjour dans le même bataillon, à la même compagnie. Il y a eu des changements d'officiers. Le premier commandant de compagnie, c'était le capitaine Le Sec, qui a été blessé à l'opération Brochet en septembre 1953. Donc il a été remplacé fin décembre, début janvier, par le capitaine Pouget, voilà, qui a commandé la 3e compagnie, et avec lequel j'ai fini le séjour en Indochine. Cette émission, c'est difficile à dire. Je ne sais pas si on peut faire une comparaison avec la guerre d'Algérie, où nous étions des chasseurs. En Indochine, on a souvent été le gibier. Parce que on peut dire qu'à 70%, c'était la puissance des unités vietmines. Chaque fois qu'on avait un engagement, on était obligé d'être en repli, la plupart du temps. Bon, nous, notre base arrière, c'était à Hanoï, la Cité Romaine. C'était une école où nous avons passé quelquefois 2 ou 3 jours pour refaire les munitions, pour voilà, boire une bière ou deux, et on repartit rapidement en opération. Il n'y en a pas beaucoup de temps à perdre. Mais la plupart de nos activités ont toujours été dans le Laos, au Laos, moyen Laos, toujours en montagne, voilà. Quelques opérations dans le delta, notamment l'opération Brochet, 1, 2, 3, 4, où le capitaine Le Sec a été blessé, et où nous avons eu d'ailleurs 43 blessés par mine. Ça a été une catastrophe. On poursuivait le régiment 42. Ils ont réussi quand même à passer à travers les mailles, mais dans les rizières, on a récupéré pas mal de pansements, et là, on a vu qu'ils avaient quand même bien dégusté. Je vous dirais franchement qu'on a... Bon, on n'a pas eu le temps de se préoccuper de la population, de la vie civile, quoi. On a toujours été en campagne.
Donc, ce qui nous a surpris, c'est de voir ces gens, comment ils pouvaient vivre dans ces zones, notamment les rizières, où des petits villages étaient posés comme ça, sur de l'eau, quoi, en quelque sorte, entourés par une haie de bambou, et qui, en fait, avaient tous des souterrains où étaient planqués les unités vietmines. Et voilà, donc le Crapahu là-dedans, c'était infernal. Les diguettes étaient très étroites, toujours mouillées, évidemment, parce qu'il pleut souvent. Donc c'était les glissades permanentes, les chutes dans l'un, et les sangsues qu'il fallait tous les soirs enlever avec la cigarette, on en avait partout. Voilà, de voir vivre les gens. On voyait les petits garçons sur leur buffle, leur tank, là, qui nous fonçaient dessus chaque fois qu'ils nous voyaient. Bon, on s'adaptait tout doucement au pays, quoi. On ouvrait des grands yeux, mais c'était, voilà. En haute région, en jungle, c'était pas pareil. Les villages n'étaient pas les mêmes, la population n'était pas la même. C'était beaucoup plus dur, le Crapahu, parce qu'à travers la jungle, en montagne, c'est difficile. Le Crapahu, quand on est armé, équipé, voilà. À l'époque, on marchait beaucoup, hein, et pas d'hélicoptères. Les camions nous amenaient au plus près. Mais après, on partait pour plusieurs jours au Crapahu jusqu'à ce qu'on trouve l'objectif, ou que l'objectif nous trouve, ce qui était souvent le cas. Beaucoup de combats d'embuscade, de petits combats comme ça. Bon. Un des plus gros qu'on a eu, ça a été toujours pareil, hein, au Laos, partant de la base arrière de Seno. on était en protection vers le village de Banakan, et une de nos compagnies était partie en reconnaissance dans ce village, l'avait traversé, sans trouver aucune trace de Vietmine, avait poursuivi quelques kilomètres plus loin, dans le village, avec les guides laotiens. On avait remarqué qu'il y avait des traces de passage de buffles qui étaient très, très profondes, donc ils pensaient que c'était des buffles chargés. La compagnie est revenue et en traversant le village, paf, elle est tombée dans une embuscade d'environ 2 ou 3 compagnies vietmines. Donc ils se sont repliés en courant sur notre position, et de là nous sommes partis en unité constituée, quoi. Les 4 compagnies. Pareil, on est arrivé sur le village. Une compagnie est restée en protection à l'entrée du village. Les 3 autres ont percé, ont traversé. Pareil, ils ont traversé, personne. Et en revenant, paf, un régiment vietmine au complet qui a attaqué au clairon. Bon, là, il y a eu des combats sanglants. On a demandé l'appui de l'aviation, on n'a pas noté. Donc, entre la compagnie qui était restée en réserve et le village, on a fait replier les compagnies. Seulement, il y a 2 sections d'assaut qui ont tardé. Et la chasse est arrivée, hop, a napalmé le village. Et une des 2 compagnies a reçu le napalm en plein dessus. Donc, il y a eu une section complète grillée avec le lieutenant Weber, qui d'ailleurs, à l'époque, je me souviens, il y avait un journal qui s'appelait Paris Match. Il avait fait la photo de couverture. Dessiné, on voyait ce lieutenant qui courait, et complètement napalmé, bon, les jambes écartées, gonflées par le napalm. Donc voilà, donc, on a couru, les vies au cul, parce qu'il y a des combats sanglants. On s'est replié sur notre position, et le lendemain, on est reparti pour ramasser les cadavres. Et on a trouvé 2 ou 3 parachutistes vietnamiens, parce qu'on était des bataillons, on était ce qu'on appelle à l'époque, entre parenthèses, jaunis, à environ 50%. Ils étaient complètement brûlés, les tenues de saut qui étaient dans la viande, ils étaient gonflés, et noirs, ils étaient gris et vifs. Ils marchaient encore, je ne sais pas s'ils ont pu faire quoi que ce soit pour eux, mais je ne pense pas. Voilà, donc c'était hors Dien Phu, c'était un des combats où on a eu le plus de pertes. On a perdu une compagnie, on a perdu 3 officiers tués, 2 disparus et environ 90 bonhommes. J'ai fait qu'un séjour, il a duré en fait, nous sommes arrivés donc vers le 10 juillet, j'ai fait en gros 15 mois en Indochine, y compris les 4 mois de captivité.
Donc ça a duré 11 mois, quoi. Dien Phu, bon, ben voilà, après les opérations au Laos, Brochet, tout ça, on est revenu sur Hanoï. On nous a mis en repos une semaine, je crois que c'était à Cát Bi, pour protéger le terrain d'aviation, parce que les Viet avaient saboté une quinzaine d'appareils. C'est là qu'on a vu les premiers paquets américains hein, qui étaient là, avec les pilotes, je crois que c'était les escadrilles de Chenot, c'était des volontaires, hein, c'était pas encore l'armée américaine, mais étaient là pour les ravitailler avec leurs paquettes. Et de là, un jour, on nous a dit, voilà, on va être concis. Bon, on savait que la bataille de Dien Phu avait commencé, on avait des nouvelles, parce qu'on voyait quand même arriver les avions sanitaires au début mars. Et on s'est retrouvés enfermés dans un camp pendant 2 jours. Un peu le temps de sortir, on nous a demandé d'écrire une lettre à nos familles. Et la veille, d'embarquer dans les camions pour aller dans les terrains d'aviation, on nous a dit, voilà, on saute à Dien Phu. C'était l'opération Castor. Voilà, l'opération Castor s'est déroulée de la façon suivante. C'est le 6e de Bijard qui a sauté en tête, le matin, vers 9h, je crois, quelque chose comme ça. Le 2e RCP de Bréchignac a sauté derrière. Ils ont sauté en fin de matinée, mais ils ne sont pas sautés sur le mont des Aides. Ils ont sauté du côté sud, du côté d'Isabelle, donc à 5 km du combat. Et nous, on est arrivés l'après-midi en 3e position, et on est tombé sur la bande des Aides, hein, puisqu'en descendant en parachute, on voyait les Viet qui filaient de tous les côtés. On a eu 2 tués par torche déjà. Et puis, bon, quelques petits combats en bas, on a eu quelques blessés. Bon, on a fait la finale, quoi. Vers 16h, vers 17h, bon, le camp a été nettoyé. Mais c'est le 6 qui a eu le plus gros coup. Nous, on a fait le dernier nettoyage. Et voilà, et donc, après ça, il y a eu l'installation dans la cuvette. On nous a répartis sur des pitons boisés, en disant, voilà, là, ça sera une position de tir. Donc, on a commencé les travaux du génie, quoi. On a déboisé, faire trancher, préparer des blocos avec les moyens du bord. On a déboisé, et le déboisement a servi à faire des madriers pour faire des blocos. Enfin, bref, le travail normal, poser des barbelés. On descendait tous les jours pour travailler pour remettre en état la piste d'aviation. En 3 ou 4 jours, ça a été fait. Les accotants ont pu commencer à atterrir. Voilà, nous y sommes restés c'était le 20 novembre, on y est resté jusqu'au 16 décembre. On a été accroché avec le dernier RCP le début décembre, je crois, entre le 10 et le 12. Et nous avons eu des pertes sévères. On a eu 12 tués, une trentaine de blessés. On est tombé sur, je crois, c'était le régiment 888. Mais quelle division, je ne me souviens plus. Bon, on a su ça parce qu'en ramassant les papiers sur les cadavres, parce qu'ils en ont laissé eux aussi. Voilà. Bon, après ça, on est retourné en opposition, mais on a participé quand même au recueil de l'évacuation de l'Aïcho, dans des conditions épouvantables. On était en sonnette, en sonnette pour les accueillir. On était aussi en sonnette pour accueillir quand il y a eu le combat avec la Légion, le 5e Bawan, sur les hauts plateaux. Alors ils ont quand même dégusté sérieusement, notamment parce que les Viet avaient foutu le feu dans les hautes herbes, donc il y avait beaucoup de brûlés. Voilà, c'était le quotidien d'il y a une fois à l'époque, des petits combats gauche à droite. Déjà, à ce moment-là, on ne pouvait pas sortir à plus de 5 km de la position centrale sans être accroché. Voilà. Donc, le 16 décembre, nous sommes repartis vers Hanoï, quelques jours de repos. Et donc, on a fait des opérations de Delta. Et ensuite, on est arrivé donc à Seno pour faire ce que je disais tout à l'heure, le combat de Ban Makan, tout ça. Voilà. Donc, après diverses opérations dans le delta, des nettoyages de villages, on appelle ça pudiquement. Voilà. Jusqu'au jour où il a fallu. Les nouvelles de Dien Phu étaient de plus en plus mauvaises. Et on nous a dit qu'il fallait se préparer à sauter à Dien Phu pour la 2e fois.
Voilà, donc on a le même topo, dans les camps, enfermés, écrivait à la famille. Voilà. Et là, direction les terres d'aviation. De nuit, il pleuvait. Et dans les hangars, on attendait équipés. Quelques généraux sont passés. On nous a bien fait comprendre que dans les meilleurs des cas, on rentrerait à pied. Entre parenthèses. Donc on savait tous ce qui était prévu. Hein. Voilà. Donc on a réussi, parce que bon, il pleuvait tellement qu'on a retardé les décollages. On a réussi à décoller. On est parti sur Yemen Fou, 2h50 de vol. Donc il y avait plusieurs Dakota, puisqu'on était 12 par appareil, parce que les gars qui passent très vite, là, des selles étaient tellement puissantes qu'ils ne pouvaient pas s'attarder. Donc on était très haut, on attendait, chacun son tour, on plongeait, et psouf, ça faisait vers la cuvette. J'étais premier à la porte par le fait que j'étais équipé avec ma mitrailleuse, j'avais ce qu'on appelle un killback accroché à la jambe qu'il fallait dégager avant d'atterrir, il valait mieux. Donc j'ai eu tout le loisir de voir tout ce qui se passait en bas. Il y avait des feux partout, des flammes. Il y avait une offensive Viet Minh sur Huguette à ce moment-là. Et il y avait des gerbes de traceuses qui montaient vers nous. On avait l'impression d'avoir des étoiles qui montaient du sol. Et voilà, au go, on est parti. Et on a atterri un peu partout dans les barbelés. Notamment, moi, ma mitrailleuse, je l'ai larguée, elle est partie dans un champ de barbelés. J'ai impossible de la récupérer. J'ai coupé mon poignard, j'ai coupé la corde. Les légionnaires m'ont récupéré. On a réussi à se rassembler. On avait un mot de ralliement, c'était Eliane. Et à l'aube, chacun a réussi à et on a traversé la cuvette. Et là, on est passé pas loin de l'antenne chirurgicale. Et on a été un peu surpris par tous les débris qu'il y avait là. Ils n'avaient pas le temps de tout enterrer. Voilà. Et on est arrivé sur Yann 2. Et Yann 2, on a relevé la 13 des légionnaires. Ils étaient pas frais quand on voyait qu'ils avaient souffert. Et bon, on a pris leur position, quoi. Bon, il pleuvait, c'était des tranchées qui étaient déjà pratiquement inondées. Hein. Il y avait quelques ossements qui traînaient à gauche et beaucoup d'asticots. Une odeur épouvantable. Bon, enfin bref, on s'est installé là-dedans. J'ai été tiré à la mitrailleuse. Bon, moi, dans le blocos, je me suis installé, il y avait une mitrailleuse, il y avait tout ce qu'il fallait. De ce côté-là, il n'y avait pas à se plaindre. Mais ce n'était pas la mienne. Mais bon, il y avait cette mitrailleuse. Bon, j'étais donc à la partie basse, je battais vers la RP-41, côté sud-ouest, grosso modo. Et bon, je faisais partie d'une ligne de tranchées. Hein. J'étais protégé à ma droite et à ma gauche, c'était le piton, il fallait grimper. Bon, donc on a subi ce qu'ont subi tous les autres à Yemen Fou, c'est-à-dire que bon, voilà, toute la journée, des petits tirs sporadiques, un obus par-ci par-là, quelques tirs de sniper. D'ailleurs, un de mes gars qui est allé aux toilettes parce qu'il n'y avait pas de feuilles, on s'est débrouillé comme on pouvait, il s'est pris une balle dans le genou, ça lui a coupé l'envie d'aller au WC. Voilà, donc, et à 5h d'après-midi, paf, des jets d'artillerie pour préparer le terrain. Le lendemain, pareil. Et jusqu'au 5, ça a tout été le même topo, quoi. Les Viet ne venaient pas nous ils étaient pas très loin, hein, dans les tranchées Viet Minh, ils étaient à 15-20 mètres de nous, hein, mais bon, on ne les voyait pas. Bon, le 6, c'était une journée relativement calme, quelques coups de canon, quelques tirs comme ça, à gauche, à droite. Et de mon blocos, je voyais qu'il y avait, sur la tranchée Viet Minh, il y avait des paquets qui étaient déposés. J'avais appelé mes sous-officiers, ils sont descendus, ils ont regardé aux jumelles, on s'est rendu compte que c'était des explosifs. Bon, il fallait un volontaire, je suis allé les chercher. Mais là, on s'est rendu compte que les Viet n'étaient pas loin, parce que j'ai traversé le topo sous une dégelée de coups de 105, de coups de mortier, de mitrailleuses, de tout. Je ne sais pas comment j'ai fait. Bref, j'ai réussi à en ramener 2.
Le troisième, j'ai pas pu, il était encore accroché sur un gars d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas pu le décrocher. Et je suis rentré, j'ai pris un éclat dans le genou, dans le mollet. Et puis bon, j'ai plongé dans mon blocos. Et ça s'est calmé. Et puis après, le soir, à 5 heures, même topo. Bon, pas de soins, rien du tout. Hein, pas le temps. J'avais le morceau de viande qui pendait, on l'a enlevé. Pareil. Et voilà, donc je me suis changé parce que j'étais couvert de boue et de machin. J'ai enfilé un pilo vert par le bas, sur mon ceinturon. Et à 5 heures d'après-midi, pareil. Alors là, le déjeuner, elle a été sérieuse. Hein. Des coups de 105, des 105 sans retard, des orgues de saline, hein, des roquettes qui arrivaient de partout. Ça a duré jusqu'à environ 7 heures du soir. D'un coup, accalmie, et hop, je peux dire qu'une demi-heure après, j'ai commencé à ouvrir le feu sur les viettes qui arrivaient de mon côté. J'en vois encore deux qui je ne sais pas si c'était un commissaire politique ou un officier, ils sont tombés les premiers. Et moi, j'ai pris un pilo dans le créneau on n'a pas été touché personnellement, mais la mitrailleuse, elle était couverte de terre, tu vois, impossible d'en remettre en route. Alors, une 30 pour la démonter, avec le ressort récupérateur, c'est impossible pendant le combat. Donc, j'ai pris des carabines américaines, des cartouches, je suis sorti, et j'ai grimpé sur la colline avec mon tireur qui s'appelait Gourdin, parce que les Vietnamiens, il y a longtemps qu'ils étaient partis. Hein. Il y en avait un qui était couché d'ailleurs dans le blocos, il était mort. Hein. On a mis des sacs dessus, on n'avait pas le temps d'aller l'enterrer. Hein. Et donc on est remonté, et c'est là que j'ai rencontré le capitaine Pouget, qui pareil, remontait vers la position avec nous. Donc on a traversé un peu les Viettes, on ne savait plus où on était, les Viettes, bref. On est arrivé sur la deuxième compagnie qui nous attendait, qui nous a ouvert le feu dessus. On a dit, oh, bon, bref, bordel monstre. On s'est réinstallé plus haut. J'ai perdu Pouget, là, moi je me suis retrouvé avec Gourdin. On était à proximité du blocos du capitaine Edme, qui commandait la deuxième compagnie, voilà. Et on était face à ce qu'on appelait les Champs-Élysées. C'est-à-dire c'était un grand talweg par où les Viettes, c'était leur axe d'attaque principal. Et en face, il y avait un char qui avait été bazooké, mais dont il tirait encore avec sa tourelle. Et ce char s'appelait Bazeille. C'était prémonitoire, quoi. Hein, il a fait son dernier combat, là aussi. Voilà. Donc là, on a commencé à les voir arriver. Avec leur petit masque blanc sur le nez, parce que l'odeur était tellement épouvantable qu'ils se protégeaient. Et puis la plupart du temps, ils étaient choumés comme des fous. Non, ça tombait comme des mous, ils s'en foutaient. Voilà. Donc ils ont attaqué par le grand couloir, mais alors c'était une avance de fourmis sur un tas de confitures. Hein, ça grouillait. Mais non seulement on les attendait là, mais ils étaient encore derrière, partout. Bon, on a combattu toute la nuit. Au matin, on a eu une secousse, ils ont fait péter une mine qu'ils avaient réussi à enfouir sous le sous-sol, sous l'ancien poste qu'il y avait à l'époque. Et bon, il y a eu un cratère, il y a une section de la deuxième compagnie qui a disparu là-dedans. Et voilà, donc après des combats sporadiques, tranchée à tranchée, homme à homme, presque, hein, pas presque, c'était comme ça. Hein. Voilà. Et jusqu'au moment où on n'a plus de munitions, plus rien à bouffer, on s'est retrouvés on était 7 dans le blocos avec Edme et un DLO, celui qui commandait le tir. Nous, on n'avait plus d'artillerie, hein, de toute façon, il n'y avait plus rien qui marchait. Bon, on avait quelques munitions, mais pas plus. On s'est installé devant la porte. Et les Viettes passaient en courant, ils commençaient à balancer ils voulaient balancer des grenades. Pour l'instant, ils n'avaient pas de grenadiers, mais ils commençaient à passer, à rafaler. Et bêtement, on commençait à rêver, quoi, parce qu'on était un peu dans un état second. Hein. Moi, j'avais été reblessé pendant la bataille par une grenade à manche, mais c'est des micros éclats comme ça. J'en avais pris une dizaine dans le bas-ventre. Bon, c'était pas grave, ça, rien ne m'empêchait de continuer.
Et jusqu'à ce moment, les Viettes étaient sur le course, le nôtre, étaient en train de creuser pour enfouir un des paquets de plastique que j'avais ramené la veille. Et c'est le DLO qui a réussi à avoir l'intelligence de dire, bon les gars, on nous a dit de déposer, d'arrêter, il faut arrêter, quoi. Et on a arrêté. De toute façon, tout s'est arrêté, quoi. Il n'y a plus de... Et il y avait partout. La position des gars était couverte de baudrouille. Nous, il y avait beaucoup dans les tranchées qui étaient allongées, mais il y avait beaucoup qui couraient encore. Voilà, donc on est sorti, on a eu la corde autour du cou. Moi, j'étais avec mon beau pull vert, j'avais l'air intelligent. Et voilà, ils nous ont traînés. Mon tireur, mon second à la mitrailleuse, lui, avait été blessé plus sérieusement. Il avait le pied à moitié arraché par un éclat. Ils ont essayé de le traîner. J'ai essayé de l'aider un peu, mais on ne pouvait pas rester attaché. Et les gars, tu vois, on me foutait un coup de course dans la gueule. Ils ont mis mon pote de gourdin sur le bord de piste, là, comme ça. Puis on a traversé les tranchées pleines de boue, pleines d'asticots, de cadavres. Bon, dans les alvéoles qu'on avait creusées, il y avait des gars qui pleuraient, qui appelaient leur mère, qui étaient blessés, tout ça. Peu bref. 54, 7 mai 54, eh bien, on est fait présider par une équipe de Viettes qui nous attache. On était en tout dans le piton je pense qu'on devait être de 50 de survivants, quoi, en gros. Enfin, nous, on était une dizaine. On était attachés, les mains derrière le dos, et attachés l'un à l'autre, avec deux baudrouilles qui nous ont amenés à travers les tranchées pleines de boue, d'asticots et autres. Ils ont traîné jusqu'à leur base de Tianjiao. On a marché presque toute la journée. Mais bon, c'était fini, ça ne tirait plus. Voilà. C'était la grande joie du peuple vietnamien. Et à Tianjiao, c'était leur base arrière, leur grande base arrière. Et là, on a été stockés, si l'on peut dire. Pendant 2 ou 3 jours, on nous a interrogés, les premiers cours politiques ont commencé. On n'a pas mangé, d'ailleurs, pendant 2 jours. Ils n'avaient rien préparé. Mais enfin, on avait de temps en temps un bol de plantes bouillies dans de l'eau. Et là, bon, ben voilà, les causes de la guerre, pourquoi nous étions des assassins à la solde des Américains, les fauteurs de guerre, ceci, bon, on a tout ça, voilà, massacre du peuple vietnamien, ben, on a digéré pendant un moment, hein, qu'ils n'étaient pas sûrs de notre vie, que bon, ils attendaient la clémence du président Roux, enfin bref, ils nous ont complètement démolis, quoi. Voilà, donc ils nous ont regroupés et on a commencé à partir en convoi vers les camps. Et à ce moment-là, on a vu arriver. Nous, on était des penailles, tous ceux qui étaient pris sur les positions. Bon, ils ont pris tout ce qu'on avait, les montres, bon, bref. On a vu arriver une colonne de gars équipés, sapés, chapeau sur la tête, musette dans le dos, bien garnis. Putain. Ils n'ont rien partagé. Hein. Alors, on s'est toujours demandé d'où ils venaient. Hein. Bon, on a su par la suite que, quand même, il y avait à Bien Ben Phu une économie parallèle. On appelait ça les rats de la Damiou. Des Tunisiens, Algériens, des légionnaires, des Sénégalais. Ils avaient tous déserté, ils avaient creusé au bord de la rivière, pour ça qu'on appelait les rats de la Damiou, et ils vivaient des parachutages. Ils sortaient la nuit, ils se battaient plus bien. Ils sortaient la nuit, ils fauchaient, et ils faisaient du trafic, ils vendaient. Et les gars des positions, quand ils disaient quelque chose, ils descendaient acheter chez eux. Ils avaient même confisqué du sang, des pochettes de sang qu'on recevait pour les blessés. Ils avaient tout dans leur tanière. Et je pense que c'est la plupart de ces gars-là qu'on a vu arriver comme ça, hein, équipés avec de quoi bouffer. Nous, on ne bouffait plus depuis 3 jours. Voilà. Enfin bref. Donc, on a pris la route. Et j'ai eu l'occasion là de soutenir un parachutiste du 6e qui était beaucoup plus blessé que moi. C'était l'adjudant-chef Miléléry, un Corse. C'est pour ça que donc, et lui, il avait vraiment la jambe dans un état lamentable, parce que dans les prisonniers,
ils ont travaillé quand même les quelques 400 blessés qu'il y avait, les blessés légers. Et quand les blessés sont restés, tous les blessés dits légers, ils sont partis dans les camps. C'est pour ça qu'il y a eu tant de mortalité d'ailleurs. Il y avait des blessés par balle, hein, il y avait tout. Donc ce Milieri, je l'ai aidé pendant une dizaine de jours. Mais bon, je traînais trop. Le soir, il n'y avait plus rien à bouffer quand j'arrivais sur le lieu de rassemblement des colonnes. Donc les Viettes, à la fin, ils me l'ont enlevé. Il est parti, je ne l'ai plus revu. Ils ont dû le tremper dans un camion quelque part, parce qu'il ne pouvait plus marcher de toute façon. Et je l'ai revu bien plus tard. Je l'ai revu en Algérie. Il était capitaine chez Bijard, et il voulait que je rentre à l'intendance avec lui. Je lui ai dit que je ne m'étais pas engagé pour ça. Donc on a coupé court. Bon, bref, la colonne est partie. On a marché 44 jours sous la pluie, la plupart du temps. On dormait dans la nuit. On marchait la nuit, je veux dire, puisqu'ils avaient peur de l'aviation. Au début, on a escorté des convois de 105. Bon, on a croisé des milliers de coulis avec leurs bicyclettes chargées de sacs de sable et tout ça. On y a même reconnu le barman du bordel de la gare à Hanoï. C'est son service militaire. Enfin, bref. Et avec évidemment toutes les haltes pour politique, le pourquoi, le comment, quel endroit on était, quel bataillon, ceci. Il fallait faire dire n'importe quoi. Et nous, pendant la marche, avec un de mes collègues, on a été une dysenterie terrible. On s'arrêtait souvent pour ne pas faire grand-chose, bien sûr. Mais à la fin, on est tombé, je ne sais pas comment le convoi est passé, le dernier Baudon, il ne nous a pas vus. On est resté, on s'est retrouvés d'un seul coup, seuls, sur la piste. On était un peu paumés, on ne sait pas où on était. Alors, pas du tout. On ne sait pas où était le nord, le sud, rien. Donc, on a traîné comme ça toute la journée. Et le soir, des partisans nous ont récupérés, nous ont ramenés avec les arguments qu'il fallait dans un village. Et là, ils nous ont attachés, c'était des cases sur pilotis. Et sur les pilotis, ils nous ont attachés là toute la nuit, avec les moustiques, on était bien. Souvent, ils étaient à moitié à poil. Et le matin, ils nous ont donné une petite boule de riz. Comme un commissaire politique est arrivé, il nous a harangués, il a voulu absolument nous faire dire qu'on avait déserté. On n'a pas dit le contraire. Il dit non, on s'est perdu. On s'est perdu. Ils parlaient tous bien français, ils avaient tous fait leurs études en France. Hein. Alors ça, de ce côté-là, on n'avait pas aucun problème de communication. Ils nous disaient, on fait des études à Paris, moi je fais des études à Paris, moi je fais des études à cet endroit. On a fait le genre. Enfin, bref. Ils m'ont donné un morceau de toile de parachute, ils ont arraché mon espèce de pull vert. Ça m'avait donné des dartres à la mythe. J'ai bouffé jusqu'au genou, des plaques énormes. Ça m'a bouffé presque toutes les cicatrices des éclats de grenade, ça m'a arrangé. J'ai une police même impeccable. Et voilà, donc on a repris la piste, j'ai rejoint le convoi. Donc on a continué à marcher pendant 40 jours, toujours le même topo. On est arrivé dans des camps. Nous, c'était le camp en 73, dans le Tanora. On a passé le col des nuages, on a passé sous les... Alors le col des nuages, il y avait eu, je me rappelle, c'était de nuit, il y avait eu un bombardement. La piste était défoncée, c'était à 41. Il y avait des centaines de femmes et de gars avec des petits paniers qui bouchaient les trous. Et on a traversé ça sous les insultes, les jets de cailloux, tout ça. Et les Viettes nous protégeaient. Tout ça pour nous dire, vous voyez, on est là pour protéger hein, le peuple de Vietnam. Bon, toujours leur cinéma. Bon, on est arrivé dans les camps. Camp 73, on a rangé des vieilles paillotes qui étaient sur pilotis. Il n'y avait pas de mur, hein, des bas-flancs et un toit. Et sur les bas-flancs, on avait un kéfen, une toile de bambou, c'était comme plumard, voilà. Et là, on a commencé notre éducation politique. Alors, c'était tous les matins, rassemblement, autocritique, j'ai fait ci, j'ai fait ça, lettre de remerciement aux chimines. On nous avait donné les consignes, surtout faites ce qu'ils vous disent, parce qu'autrement, vous allez tous crever. Bon, on a fait ce qu'il y avait. Et après, dans la journée des corvées, enterrer les morts, parce qu'il y en avait tous les jours. On ne pouvait pas creuser profond. Donc, et remonter souvent à la surface. Enfin, bref, les assicots, ça s'occupait de la question. Il faut creuser des feuillets. D'ailleurs, j'ai eu un incident, pendant les feuillets, j'ai glissé sur la pousse, je suis tombé dans la merde. Ils m'ont ressorti, je ne sais pas comment. C'était pas beau, hein. Ils m'ont emmené à la rizière, j'étais lavé, rincé. Enfin bref. Bon, c'est une anecdote de camp.
Et voilà, et donc c'était décorvé. Tout était sujet à bien comprendre les cours. Autrement, il y avait, sans méchanceté, mais bon, il y avait un peu moins de nourriture, parce que justement, c'était pas provisionné. Bon, puis faire en sorte, de toute façon, donc faire comprendre que si on ne comprenait pas, voilà. Donc, nous, je crois que la plus grosse journée, ça a été 11 décédés, quoi, tous les jours. Et beaucoup mouraient pas de leurs blessures, ils mouraient de ce qu'on a appelé après la maladie du bas-flanc. Le gars, et puis d'un seul coup, il se couchait, il devait couper le contact avec la réalité, le lendemain, il était mort. Hein. Le matin, tu te lèves pas. Et c'était extraordinaire, ce truc-là. Mais bon, voilà. Donc, on a traîné comme ça jusqu'à août. On a su, au mois de juillet, par des bruits comme ça, il y avait toujours quand même un Viet qui nous disait une bonne parole, qu'il y avait la Convention de Genève, qu'ils avaient traité, qu'il y aurait bientôt une libération. Et effectivement, leur politique vis-à-vis de nous a un peu changé. Il y a eu moins de morts dans les camps. Et puis, ils ont commencé à nous faire, à nous mêler un peu avec la population du village, par groupe. Et même, ils nous ont passé un film. Alors, le film, ça se passait aux États-Unis. Je me rappelle qu'une ou deux images, mais une image, c'était un voilier avec américain, dessus des marins ivrognes, dégueulasses. Enfin bref, mentalité. Il chope un marin qui était noir, je ne sais pas pourquoi, on peut le foutre à l'eau, enfin. Et puis après, séquence après, on voit arriver un bateau, un voilier russe, avec un PK, c'est ça. Ils ont récupéré le noir, tout ça. Voilà, il a fallu faire une dissertation pour leur faire comprendre, qu'on on avait bien compris que quand même, hein, l'Amérique c'était elle, que la Russie, voilà. Que des conneries comme ça. Bon, enfin, ça nous a fait bien rigoler ce film, ça nous a changé un peu les idées. Voilà, donc, vers le 24 août, non, le 23, hop, on va être libéré, on part. Quand c'est marrant, on n'avait pas beaucoup de bagages, on ne risquait rien. Hein. Pour boire, on avait un bambou qui avait été coupé, on n'avait pas de kebab, on se démerdait. On n'a pas fait 5 km, et hop, les accords sont rompus, on retourne au village. Bon, et le lendemain, tout s'est arrangé, on repart. Et de là, on est redescendu, on est quand même arrivé à Tanoa. À Tanoa, grand rassemblement, et tous les camps du coin, le camp 70, le camp 73, le 74, l'hôpital, je ne me rappelle plus, je crois que c'était le 70. Donc on devait être quand même un millier de gars, quoi. Beaucoup de légionnaires, mais tous séparés, parce que quand on était fait prisonnier, il y a eu la séparation. Les Algériens d'un côté, les Noirs de l'autre, les légionnaires d'un côté, les parachutistes dans une truc de faveur. Voilà, donc, si vous voulez, les corps politiques n'étaient pas les mêmes les uns pour les autres. C'est comme ça que les Algériens, on leur a prêché l'indépendance, aux Noirs pareil. Ils ont préparé ils ont préparé tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait la continuité dans la décolonisation. Donc, voilà, renseignement. Alors là, on a tous touché des petites cuvettes, on est mangé comme des cochons. Il y a eu d'ailleurs des gars qui ont trop mangé vite et quelques décès. Des fêtes permanentes, des chansons, les filles venaient chanter, les légionnaires chantaient aussi. Nous, on a essayé de chanter des chansons coloniales, mais on n'était pas en voix. Enfin bref. Et cigarettes de la paix, tout, un peu d'argent de poche, on a eu dans le marché. On s'est dit, c'est l'Amérique. Hein. Et la veille du départ, grande fête, alors là, je vois encore l'estrade, le grand patron, les commissions politiques, tout ça était là, était content, il fallait claquer des mains, il fallait dire merci. Bon, bref. Et il y a un gars qui rentre par la porte de là, il se penche auprès des mains, l'autre il se lève tout blanc, c'était les comédiens. Hein. Messieurs,
La France a encore machin, les bateaux ne sont pas là, il y a les bateaux ne sont plus. Bref, et j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on est descendu, nous, à pied pour descendre sur Tanoa, on a vu remonter par la rivière des chalands chargés d'anciens prisonniers Viet Minh qui, eux, rentraient chez eux. Si nous, on descendait avec le sourire, eux, ils remontaient, ils n'avaient pas le sourire. Hein. Ils savaient ce qu'ils attendaient. Mais par contre, ils étaient sapés, ils étaient gras, ils avaient tout. Hein. Enfin, bref, donc, une fois ce dernier coup d'arrêt, ça a duré 2 ou 3 heures comme ça, hein, dans l'angoisse. Puis après, ils ont dit, ah, ça y est, on est encore repris. Demain, et le lendemain, on nous a installés sur la plage de Samson, dans des grandes baraques, on était tous couchés comme ça, et les commissions internationales sont passées, de médecins, quand ils ont vu nos gueules, et triste mine, hein, parce que nous on ne se voyait plus, enfin, on avait tellement l'habitude de se voir comme on était, qu'on n'avait plus tout à fait la notion des choses. Et voilà, et ils ont fait le constat, et les échanges, on était habillés de pied en cap, en fantassin Viet Minh, hein. Seulement, bon, comme ils sont pas grands, moi, le pantalon, il montait presque aux genoux, hein, mais ça fait rien, bon, j'étais habillé. Et là, on était sur la plage pour embarquer, il fallait qu'on marche sur, ils avaient fait une espèce de jetée pour aller jusqu'au LCT, et de chaque côté, bon, il y avait toutes les filles, la joie, les violons, tu sais, dans la joie, comme de la paix, comme si on pleuvait, et comme les politiques nous serraient la main, tout. Oh, putain. On a arrêté sur les LCT, on a tout foutu à l'eau, et ils ont dit qu'on était des ingrats. Voilà, donc de là, retour à Hanoï. Et là, à Hanoï, on a été applaudis. Hein. Sécurité militaire, dépouillage. 8 jours après, j'étais encore en caleçon. Hein. Bref, c'est la France. Et puis voilà, donc de là, après ces interrogatoires, départ à Dalat. À l'hôpital de Dalat, on a passé à peu près 1 mois. Après ça, Saigon, embarqué sur le Skogum, un bateau sanitaire. Skogum, à direction Marseille. À Marseille, bon, ceux qui voulaient pouvaient aller dans certains camps ou certains hôtels payés par l'État pour se reposer, qui n'avaient pas de famille. Moi, j'ai décidé de rentrer chez moi. J'ai eu tort parce que, arrivé en période coloniale, tout m'est arrivé, quoi, tous les problèmes, les dysenteries, les parasites des asticots. Je ne veux pas dire des gros mots, mais bon, 15 ans après, je pondais des asticots comme si on faisait. Hein. C'était une catastrophe, on était pourri complètement. Bon, bref, donc je rentre en Corse, voilà. J'ai passé quelques mois à l'hôpital d'Ajaccio. C'était pas le meilleur, il avait été fait par Napoléon III, donc c'était pas une fraîcheur. Hein. Voilà. Et ensuite, je suis retourné au corps. Et là, on cherchait ceux qui veulent engager pour aller à Madagascar. Ah, il faut engager 4 ans. Hein. D'accord, on va à Madagascar, 4 ans. Et bon, on s'est arrêté en Algérie. Voilà. Et là a commencé une autre guerre. Je vous dis, en Indochine, on est souvent... Je ne suis pas chasseur pour ces raisons-là, parce que j'ai longtemps été le gibier en Indochine. En Algérie, jamais. On a toujours été le chasseur. C'était pas tout à fait le même combat, disons. Hein. On ne va pas parler de guerre. Au début, c'était vraiment des opérations de police qu'on appelait. Hein. Mais bon, on était les pourchasseurs. Hein. On n'a pas ça. On peut pas tout. Je ne pense pas qu'on puisse tout dire. On a vu beaucoup de choses qu'on n'a pas vues en Indochine, en Algérie, hein, sur les massacres de population, les égorgements sur les enfants, des villages entiers qui ont été zigouillés parce qu'ils étaient pro-français, plus ou moins. Donc, nous, de l'autre côté, on n'était pas trop sentimental. Les plus gros combats qu'on a menés, c'était toujours à Tébessa, dans la frontière tunisienne, Jebel Fortas, tout ça, Monégrine et autres, où on est tombé sur des bandes quand même costauds, mais bon, rien à voir avec les divisions Viet Minh. Hein. Mais bon, c'était des gars qui tiraient bien, accrocheurs, et le combat se faisait toujours d'assez loin, quoi. Ça se faisait au fusil. C'était rare, les tirs de mortier ou venant de chez eux, ou de mitrailleuses. Il y en a eu, mais pas quoi. Les
Et beaucoup de déserteurs, les Français. D'ailleurs, à un moment donné, on a chassé une compagnie complète de Tabor qui avait déserté. Bon, ils ont été plus ou moins massacrés. Hein. Voilà. C'était ça. La soif, surtout. Je crois que je me souviens d'un accrochage dans les talwegs du Mont-Négrine. J'avais sur mon groupe de voltige 2 touchés. Je gueulais un ordre pour j'avais les lèvres qui se fendaient, le sang qui coulait. On était asséchés, pas d'eau, rien. On a beaucoup souffert. Le soir, on enlevait la tuile de seau, on la faisait sécher, elle était blanche au matin. Blanche de sel, elle était droite. C'était une autre guerre, c'était notre conflit. Moi, j'ai su que c'était une guerre quand je suis rentré en France, bien après, parce que pour moi, ça a toujours été des opérations de police. Hein. Fin 58, donc j'étais réformé avec ce que j'appelais à l'époque une solde de réforme, qui prenait en compte mon handicap, qui à l'époque, quand j'ai quitté l'armée, de 35%. Et puis je ne sais pas comment ils calculaient ça. Hein. Donc il y avait un mélange de retraite, je sais pas, et de solde. Voilà. Donc voilà, c'est là que... Mais déjà, entre-temps, parce que je rentrais à l'hôpital Michel Lévy, quand je suis rentré d'Algérie, donc fin octobre, je suis arrivé en France en brancard, sur le plâtre, toujours pas, et mon père m'attendait au bateau, il avait l'habitude, il avait ras-le-bol. Hein. Et donc, je suis allé à Ajaccio ça n'allait pas bien, parce que je faisais un peu le con. Ils m'ont envoyé à Briançon, et à Briançon, j'étais à l'hôpital de Briançon. Et c'est là que j'ai connu ma première femme. Elle m'a fait me casser une jambe, mais bon, comme il y avait déjà une qui était malade, ça a été emmerdant. Et voilà, c'est là que ma vie a un peu changé, quoi. Et je suis resté là jusqu'en 58, j'étais réformé. Ah, par le plan des hasards. Par mon ami Lodogar, que je voyais souvent à Lyon, parce qu'on était ensemble au 3 en Algérie. Et un jour, il m'a parlé, mais tu n'es pas gueule cassée, toi? J'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, les gueules cassées, vous ne savez pas, moi. Non. Ah, mais faut-il inscrire à tout ça? J'ai dit, comment on fait? Il m'a dit, toi, on peut le voir. Lui, il était porte-drapeau des gueules cassées depuis longtemps. Donc, il était plus au courant de ces choses-là, parce qu'à un moment donné, à Lyon, il s'occupait d'accompagner les gars qui avaient fait donc l'Indochine, ou qui étaient donc prisonniers, pour les amener à l'Infendir à Paris. L'Infendir, c'était le groupement de médecins des déportés de la Résistance qui nous ont pris en charge et qui ont décelé tout ce qui pouvait être, disons, imputable à l'armée. Donc ils s'en occupaient, donc ils connaissaient les gueules cassées. Et il m'a dit, alors j'ai fait ma demande, il y a 20 ans que je suis au gueules cassées quand même. Hein. Et je leur dis, bon là, et j'ai toujours été... Voilà, on avait trouvé une petite famille. Hein. Bon, écoutez, moi, elle m'aborde une certaine sérénité, parce que je sais qu'en cas de pépin, ils sont là, quoi. Hein. Jusqu'à présent, moi, les associations, je vous dis, à ne pas être représentatif pour des hommes politiques, on ne sert pas à grand-chose. On cotise, mais bon, et puis après, quoi. C'est tout. Donc, c'est autre chose, quoi. C'est une structure où on sait qu'en cas de coup dur, ils sont là. Hein. C'est important. Et à ceux qui sont blessés, il n'y a pas grand-chose à transmettre, c'est à eux de nous transmettre quelque chose. Mais aux autres, je peux leur dire que l'amour de la patrie passe avant tout. Mais ça, c'est vraiment un sentiment qui se perd. Malheureusement, le drapeau français ne représente plus grand-chose. On ne peut citer qu'un exemple. Il y a un an ou deux, on nous a dit, surtout, hein, quand vous sortez, pas trop de signes qui démontrent que vous êtes un ancien officier, un ancien militaire, tout ça, il ne faut pas provoquer. Alors, vous savez, quand un pays en arrive là, regardez les militaires, à part la Légion, et encore, à 18h, ils sortent en civil, plus en militaire, même à Carcassonne. Il ne faut pas provoquer. Alors, partant de là, qu'est-ce qu'on peut dire?
Pour être honnête, j'aurais presque envie de leur dire, ne faites pas les bêtises que j'ai fait. Réfléchissez avant de vous engager, réfléchissez bien, parce qu'une fois qu'on y est, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas craquer parce qu'on a des motifs, comment dirais-je, spirituels ou autres. Donc, on peut leur dire, c'est ça. Bien réfléchir à fond, mais quand on y va après, il ne faut pas sortir de ses bottes. Quel que soit le conflit, quelle que soit la blessure. Tant qu'on est debout, il faut marcher. Ben, moi, c'est mon sentiment. Hein. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous en regardant ce témoignage jusqu'au bout. Pour toutes les gueules cassées, porter ces récits est une mission essentielle, celle d'honorer la reconstruction et de ne jamais oublier le sens de l'engagement. Si cet épisode vous a touché, aidez-nous à faire rayonner la voix de ceux qui servent en le notant, en le commentant et en le partageant autour de vous. Retrouvez-nous chaque mois sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles pour une nouvelle rencontre. Merci de votre fidélité et à très bientôt.